and it only has just begun. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Axel, je fais partie de la team de Blue Education et j'ai vraiment l'honneur de pouvoir être là en compagnie du professeur Pauly pour vous parler des fables de Gunther. Il y a beaucoup de vidéos qui vont être autour des fables de Gunther, mais on souhaitait prendre un temps pour pouvoir repositionner qu'est-ce que les fables de Gunther, pourquoi les fables de Gunther. Donc elles sont là, on a les premières nouvelles éditions qui sont pour le moment disponibles en français, en espagnol et bien sûr en anglais. Et donc Croate. Et croate. Et on fait de plus en plus de langues. Et donc, on va, avec Gunther, revoir un petit peu pourquoi les fables de Gunther et comment on peut les utiliser pour de l'éducation à domicile, pour les écoles ou même simplement pour éveiller sa curiosité. Merci Gunther. Merci à toi Encore une et fois. félicitations. Hein. Merci. Déjà, merci de me permettre ce travail qui est passionnant, qui est un très, très grand défi et un beau challenge. Et qui est vraiment là, on arrive à la fin, on les reçoit en main. Bien sûr, c'est du papier pierre, donc c'est un plaisir. Et donc voilà, on va commencer par la grande question. Pourquoi les fables de Gunther? Ben, les fables, il faut inspirer les jeunes, il faut arrêter d'enseigner, il faut arrêter de parler d'en haut vers le bas, il faut inspirer les jeunes de s'imaginer un monde qui est meilleur, ce que même les parents jamais pourraient s'imaginer. Ça fait longtemps du coup que tu as commencé. Bah oui, j'ai commencé en 90, quand mon premier fils est né, et j'ai décidé que comme moi je suis un pigeon voyageur, je ne suis pas là tous les soirs, il faut que j'écrive des fables où il se rappelle quand même les merveilles de la nature et les merveilles, ce que lui, il peut s'imaginer qu'il devrait faire pour le bien commun. Donc là, en fait, les fables, c'est ce que tu as mis avec l'économie bleue et ZERI, la fondation. Donc la Fondation de la recherche pour zéro émission, les initiatives pour zéro émission, que du coup tu transmets aux enfants par ce biais-là. Alors, on ne parle pas du tout de c'est durable, c'est net zéro, j'en parle pas. Parce que tout ce que je fais est toujours dans cet esprit-là. Voilà, c'est la trame de fond. C'est le point de départ, ce n'est pas un objectif à long terme. Alors, j'en parle pas. Mais tout ce qu'on s'imagine, bien entendu, va dans cet encadrement clair que nous devons faire une transition économique, sociale, écologique et bien entendu aussi culturelle. Et c'est grâce aux sciences que nous avons l'occasion de nous inspirer avec des cas concrets qui se présentent tout le temps. Tu sais que j'ai démarré, je n'avais aucune idée d'arriver à 365 fables, mais quand j'ai démarré, je me suis rendu compte qu'il y avait tant de matériel disponible que j'avais au moins pour inspirer un enfant par jour durant toute une année. On a vu, moi, une chose qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'on trouve beaucoup de choses qui peuvent inspirer les enfants, qui sont belles. Mais là, quelque chose qui est absolument fantastique, c'est que chaque histoire est inspirée de faits qui est réel. C'est quelque chose qui a vraiment existé, qui est vraiment mis en place, qui va être raconté aux enfants. Et pour moi, c'est une des grandes forces des fables, c'est que du coup, on n'est pas dans quelque chose d'imaginaire. On fait rêver, mais avec de la réalité. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort dans ce que tu peux proposer. Donc, ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'on prenne un petit peu l'ensemble des fables, de voir comment, en fait, elles se déclinent, puisque les fables sont adaptées pour 3 ans à 15 ans. Donc, ça va suivre. Les fables sont vivantes et évolutives suivant le développement de l'enfant. Le début va raconter l'histoire pour les plus petits et on va arriver jusqu'aux sciences qu'il a. Même un adulte, moi j'ai lu toutes les fables et je suis scotché par la partie science parce que on peut se dire c'est pour 15 ans, mais même les grands, même les adultes, moi à chaque fois que je leur montre, ils sont bluffés par ça. Donc si ça te va, on peut prendre un petit peu le déroulé. Je sais que donc vous trouverez dans toutes les fables, bien sûr, l'explication de la pédagogie et comment elles peuvent s'utiliser, mais on va le revoir ensemble, notamment sur les intelligences émotionnelles et les 5 intelligences. Est-ce que tu peux nous reprendre les 5 intelligences pour un petit peu qu'on voyage à travers les fables? Alors, le plus important, c'est que les fables, c'est vraiment la joie de la découverte. On découvre des choses qu'on se dit, mais je ne savais pas. Alors, comment est-il possible que je suis si ignorant? Mais c'est la vie. La vie est un apprentissage permanent, mais il faut que l'apprentissage passe sur plusieurs niveaux. Alors, premier niveau, bien entendu, c'est l'intelligence des sciences. Toutes les fables démarrent avec une science, et avec un ou une scientifique derrière. Nous avons besoin des sciences pour confirmer et prouver que la réflexion faite
n'est pas une folie, n'est pas une fantaisie, mais c'est basé sur des faits scientifiques et de recherches entamées avec beaucoup de succès. Alors, je crois que ça, c'est très important, parce que dans toute l'éducation, on parle du STEM, les sciences, les technologies, l'engineering et la mathématique. Eh bien, nous avons concentré une bombe de sciences dans chaque fable, et ce n'est pas une science isolée, mais ce sont plusieurs sciences combinées. La biologie, la chimie, la physique, l'engineering, aussi l'histoire, on parle de la géographie, mais nous parlons également de l'éthique. L'éthique, pour moi, qui est au cœur de nos sciences. Et c'est grâce à cette combinaison que nous sommes capables d'offrir aux écoles et aux parents la preuve que tout ce qu'on doit apprendre à l'école selon les différentes années, les programmes nationaux décidés par les gouvernements, tout ce qu'on doit apprendre est là-dedans, et beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que quand je prends la totalité de mes 365 fables, on couvre 10 000 sujets scientifiques. 10 000. C'est une bombe de connaissances, et c'est un peu la surprise quand je fais les échanges avec les enfants, c'est qu'une fois que je démarre, les enfants n'arrêtent pas de m'écouter et d'échanger avec moi jusqu'au moment qu'ils doivent aller aux toilettes. Pour le reste, il n'y a jamais de règle 40 ou 45 minutes. Les enfants continuent parce que je leur lance des défis, je leur lance des surprises et je leur lance quand même des rêves. Et c'est grâce à ce dialogue entre les sciences, la découverte des sciences et les rêves qu'on arrive à la deuxième intelligence, les intelligences des émotions, l'intelligence émotionnelle, ce qui est très important parce que si je parle par exemple d'une baleine, et la baleine fait pomper quand même, grâce à sa nourriture, son cœur avec 6 volts en courant direct, et immédiatement, chez les enfants, il y a des répercussions selon la vie émotionnelle. Si la fille a un grand-père qui vient d'avoir crise cardiaque, eh bien, elle va immédiatement dans la santé. S'il y a un enfant qui a un père ingénieur qui est très imposant, l'enfant trouve des arguments pour lancer des défis au père. Et chaque enfant démarre l'interprétation de ses surprises et de ses rêves dans son contexte émotionnel. Mais en plus, l'enfant constate que l'autre enfant ne réagit pas de la même manière. L'enfant se rend compte qu'il y a des jeunes qui pleurent en apprenant cette surprise. Et pourquoi elle pleure? Et l'autre rit, et l'autre devient silencieux. Et c'est cette expérience émotionnelle qui m'a amené à faire une description très précise des 2 caractères par fable pour quand même démontrer qu'il y a des personnes tout à fait différentes selon leurs émotions, selon leur vie, expérience de vie. Et alors, avec les 365 fables, j'arrive à décrire plus de 700 caractères différents. C'est un village. Je crée un village des personnalités et je décris avec beaucoup de précision exactement comment est le comportement et comment est la réaction, avec un but, la paix, la joie ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un grand qui s'impose, il est Labo qui pourrait manger le petit raton, mais ils s'engagent, ils se parlent. Comment est-ce qu'il est possible que le petit s'engage avec un gros qui est fort et qui pourrait me manger? C'est cet apprentissage qui pour moi est très important, ce dialogue où on arrive à avoir une entente même avec ses ennemis. Et c'est ça ce qui est aussi dans les émotions qui sont clés dans la vie. Toute connaissance séparée d'émotions n'est pas une connaissance. Et aussi élargir cette capacité de parler, pas seulement avec des êtres humains,
mais aussi avec les animaux, avec les plantes, avec les bactéries. Tout d'un coup, l'enfant n'est plus enfermé dans son petit monde des êtres humains, mais l'enfant s'ouvre à apprendre, par exemple, le langage des cachelots, de constater qu'il y a des lémures qui sont capables de chanter, mais chanter comme une soprane, et on ne se rendait pas du tout compte, je ne le savais pas. Et alors, je crois que cette ouverture émotionnelle, d'accepter qu'il y a d'autres êtres avec des émotions, avec qui on peut partager quand même nos émotions et apprendre des leurs, pour moi, c'est la seconde intelligence. La troisième, c'est l'art, les arts. Parce que je suis si content d'être devant ces grandes œuvres de Cristobal avec sa critique au plastique. Mais vous savez que le problème pour un enfant de 3, de 10 ou de 15, c'est qu'on ne peut pas exiger qu'on s'exprime comme une scientifique. On ne peut pas s'exprimer, se clarifier et argumenter comme quelqu'un qui est déjà très éduqué. Et c'est la raison pour laquelle les arts nous permettent d'exprimer ces visions, ces idées. Quand par exemple j'ai lancé la fable sur les zèbres et pourquoi les zèbres sont noirs et blancs, l'enfant a du mal à suivre la logique qui est derrière. Mais l'enfant sait très bien que le jeu entre le noir et blanc est un grand bénéfice pour nous. Un, parce qu'on élimine les moustiques qui ne piquent plus, parce que si moi, je pourrais me peindre comme un zèbre, eh bien, je n'aurais jamais de malaria, comme il n'y a pas de zèbre avec malaria. Mais de l'autre côté, un jour que je demande à l'enfant de me faire un dessin de sa maison préférée, eh bien, la maison sera peinte noir et blanc, comme un zèbre. Et je crois que c'est très important qu'on laisse la liberté aux expressions artistiques de l'enfant, pas seulement avec la peinture, aussi avec le chant, avec des jeux qu'on va créer soi-même. Il y a alors, au fur et à mesure des 365 fables, 365 exercices artistiques différents. Alors, le but n'est pas que tous les enfants l'apprennent, mais que les enfants sont exposés aux opportunités des arts qui leur permettent de faire leur choix selon leur intérêt, les émotions, comment ils interprètent cette grande opportunité de la surprise pour tout le monde. Quatrième intelligence inclue, c'est la logique, c'est le systémique. Vous savez que chaque fable a 12 à 14 arguments. Alors, vous savez que pour notre intelligence logique, d'être capable de faire un suivi, un enchaînement continu avec 8, 10, 12, 14 points, ça c'est une intelligence très avancée. Et nous avons perdu cette logique. Raison pour laquelle j'ai insisté beaucoup d'avoir dans les fables la logique et le systémique, c'est parce qu'on est arrivé dans un monde où on pose des questions et on a une gratification instantanée. Alors on n'a plus de logique. On pose la question, on a réponse. Chez nous, il n'y a jamais de réponse. Il y a des questions qui suivent aux questions. Et comme cet enchaînement nous permet de vraiment devenir clair dans sa tête, avec les 40-50 sciences qui sont dans chaque fable, avec les différentes émotions et avec cette capacité exprimée, à la fin, on va arriver à une logique. Une logique qui est si forte que l'enfant, à 10, même à 8 ans, on a des cas des enfants qui sont capables d'argumenter avec une clarté parce que les émotions sont bien organisées, les éléments scientifiques ont été choisis et l'enfant a clairement en tête. Mais, alors maintenant c'est la surprise, une fable a une logique de 12-14, mais chaque fable est connectée avec autre fable. Alors on a un enchaînement de la logique dans une logique systémique. Alors les enfants qui parlent des baleines, évidemment, vont apprendre de la nourriture. La nourriture aura des couleurs. Alors on a
la fable sur les couleurs dans la nature et les couleurs dans notre nourriture, et tout d'un coup, l'enfant commence à faire un enchaînement des logiques. Et ça nous permet d'arriver à la logique systémique. Pour moi, c'est le plus important, que les enfants ne sont pas des cartésiens où ils sont obligés d'être experts d'un thème bien isolé, mais que nous les permettons de sauter d'un élément vers l'autre parce que la vie, elle est complexe. La vie n'est pas un élément qu'il faut maîtriser, c'est la vie qui est toujours la surprise et toujours un enchaînement des événements qu'on ne maîtrise pas, mais on commence à avoir la logique derrière. Alors finalement, la cinquième intelligence, pour moi la plus importante, c'est qu'un enfant passe à l'action. Mais tous les enfants passent à l'action. C'est nous, les parents, qui nous ont empêchés de toujours passer. Chez nous, c'est faire des plans d'affaires. Chez nous, c'est l'analyse et le paralyse. Chez les enfants, c'est passer à l'action. Et je souhaite que c'est la raison pour laquelle je démarre avec les enfants à 3 ans, parce qu'un enfant à 3 ans passe immédiatement à l'action. Un enfant de 15 fait déjà la réflexion et l'analyse et paralyse. C'est là où j'ai besoin de cet enchaînement des surprises, des mêmes fables pendant ces 12 ans. Et lors de ces 12 ans, les enfants apprennent à maintenir cette force d'initiative pour le bien commun. C'est là où nous avons une grande différence. Ce n'est pas l'entrepreneuriat pour avoir des unicornes. Bah, si un jour ça arrive, c'est pas mal, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on prend soin de sa communauté. On prend la responsabilité pour ce qui est notre famille. On prend soin et responsabilité afin qu'on fasse ces transitions écologiques, économiques, culturelles, et que nous sommes capables quand même de prendre en main nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, pour chaque fable, il y a une action proposée. Ce n'est pas le but que tous les enfants fassent toutes les actions, mais que les enfants sachent que ce n'est pas une opportunité unique. Il y a un portefeuille d'opportunités dans la vie et les enfants font faire un choix. Et une fois que l'enfant est devenu enthousiaste, un enfant enthousiasmé de l'opportunité de faire quelque chose, surtout quand on est bien au courant que les parents l'ignorent et ne savaient pas du tout, ça donne ces renforcements de l'intelligence émotionnelle parce que maintenant, par l'action, les émotions se renforcent, l'autoconfiance, l'auto-estime s'augmente et ça nous donne l'énergie pour approfondir les sciences. Et comme ça, on a cet enchaînement des 5 émotions. Et quand les enfants ont de nouveau appris des nouvelles sciences, ils reviennent aux connaissances de la logique et de systémique. Et tout cette nouvelle vision du monde se concrétise dans un objectif pour la vie. Il y a aussi toute la partie, donc du coup, juste après la fable, où il y a 3 étapes pour l'enfant. Donc c'est le Did you know, think about it and do it yourself. Donc le sais-tu, réfléchis-y et fais-le toi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu as designé pour l'action, pour l'enfant, en 3 étapes. Mais il faut démarrer parce que l'enfant est un peu sans mots après lecture. Ah, ah oui, et alors à la fin on dit ça ne vient de commencer, ça ne vient que de démarrer. Et l'enfant est bien entendu dans un vide qui est rempli de détails. Et bien entendu, l'enfant ne voit pas et ne comprend pas nécessairement l'ensemble. C'est pour ça qu'il faut démarrer le dialogue, et c'est pour ça qu'on dit « Did you know that ?» Est-ce que vous étiez au courant que… Et ça nous amène à démarrer le dialogue, d'approfondir avec quelques chiffres, parce que nous sommes dans un monde qui aime les chiffres et les données. Alors on donne un peu de données pour démarrer ce dialogue. Mais tout d'un coup, j'amène aussi les enfants à approfondir un peu les recherches, de ne pas être content et satisfait, mais d'entrer dans quelques détails. Et c'est pour ça que je demande qu'on fasse une recherche, une réflexion,
une réflexion sur ce qu'on souhaite faire soi-même. Est-ce que vous croyez que c'est normal d'utiliser que 6 volts par battement de cœur et quand même la pompe, elle est de 1000 litres? Est-ce que tu crois que c'est normal? Est-ce que tu crois que c'est impossible? Ce n'est que pour les baleines. Alors, je demande aux enfants de mesurer leurs ambitions. Et je sais très bien, après 5, 10, 20 fables, les enfants deviennent beaucoup plus ambitieux. Parce que, encore une fois, les 5 L d'intelligence commencent à travailler. Mais quand je présente 36 fables, c'est la base pour moi de l'apprentissage, ce sont 36, évidemment, les enfants ne vont pas se rappeler les 36. Ils vont se concentrer sur 2 ou 3. Et les autres, ils les oublient. Mais pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'une fois qu'ils se mettent dans le bain, eh bien, une fois dans le bain, ils vont retrouver les liens avec les autres fables. Et je crois que c'est très important que on dit, mais j'ai présenté la fable et mes enfants, ils n'ont pas réagi. Merveilleux. C'est le cerveau qui a commencé à prendre le tout, est en train de l'organiser. Et c'est ce jeu de l'organisation des surprises qui nous amène avec les enfants d'un jour de trouver, ils sont fascinés par la baleine, sont fascinés par les abeilles, sont fascinés par les algues, les bactéries ou les cafards. Alors là, c'est terrible pour les parents que tout d'un coup, l'enfant est fasciné par un cafard et pas par le panda. Et c'est là où l'enfant fasse la découverte de ce qu'elle a en soi. Ce n'est pas du tout ce que les parents souhaitent qu'elle sera, mais l'enfant découvre ce qu'elle a en soi. Et une fois que le petit ou la petite découvre qu'elle a en soi, elle fera le lien avec des données, des sciences, des arts, la logique systémique et une action. Mais comme il y a 365 fables, ça n'arrête jamais avec une action. Il y a toujours une autre. Et notre expérience, comme tu sais, notre grande expérience est en Chine, où nous avons déjà publié 324 fables. Ce sont 9 séries de 36. Eh bien, en moyenne, on a constaté que sur 36 fables, il y a une fable préférée de l'enfant, mais après les 324, ce sont 9 préférés. Et une fois que les connexions soient faites entre les 9, eh bien, toute l'intelligence commence à vivre. Et la beauté, c'est commence à vivre à l'intérieur. Mais, comme j'ai dit, il faut démarrer. Il faut faciliter le démarrage. C'est pour ça qu'on a ces 3 intervalles avant que l'on entre dans les sciences. Tu parlais de la Chine, donc c'est un gros programme que vous avez mis en place. La Chine a vraiment beaucoup diffusé et utilisé tes fables, notamment parce que tu as vraiment une philosophie où tous les animaux sont sur le même, tu parlais du cafard et du panda, sont sur un même niveau de valeur, et c'est aussi avec le cœur, tous les animaux ont un cœur, et tu n'as pas il n'y a pas des animaux qui sont mis en avant, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi dans les fables? Ah mais aujourd'hui, tout ce qui a des peluches, on aime beaucoup, tout ce qui n'ont pas, on n'aime pas. C'est-à-dire, on voit très bien où va l'argent pour sauver la biodiversité. Plus qu'il y a une peau avec des peluches, ben voilà, plus qu'on les finance. Alors, je crois que c'est très important qu'une bactérie, un virus, même des microalgues sont de même importance qu'un grand animal, un éléphant. C'est la raison pour laquelle, quand même, il faut respecter les 100 millions d'êtres vivants sur cette terre et pas seulement les 5 ou les 10 qui sont promus par les médias. Et cette appréciation pour ce que même on n'aime pas, eh bien, je fais un effort spécial pour que les enfants fassent la découverte de la beauté et de la force de vie qui est derrière même des moustiques. Pourquoi est-ce qu'on a des moustiques qui nous piquent et qui nous donnent malaria? Pourquoi est-ce que on aime quand même les tiques? Pourquoi est-ce qu'il y a des tiques dans la vie? Et c'est cette surprise de rôle écologique, santé, rôle quand même important dans cette
réseau de vie, eh bien, c'est ça ce qu'il faut expliquer. Mais ça, on ne peut pas dire affirmatif au début, c'est la découverte à travers des fables qui amènent aux enfants d'arriver à des conclusions. Et des conclusions qu'on ne peut plus jamais changer. Du coup, pour toute ce programme en Chine, donc vous avez adapté les fables en plusieurs langues. Là, elles sont écrites en 2 langues à chaque fois. Je sais que tu as déjà beaucoup de langues qui ont été, tes livres ont été traduits en beaucoup de langues. Les fables ont déjà, pu voyager à travers beaucoup de langages. Là, on va, comme tu l'as dit au début, on a déjà le croate qui a été ajouté aux langues et on progresse petit à petit pour avoir de plus en plus de langues. C'est pour toi aussi très important qu'elles soient bilingues, ces fables? C'est par hasard que nous avons constaté avec les premières éditions au Brésil en portugais, euh, on avait un problème avec le portugais, alors on a mis en page portugais-anglais, et les enfants l'ont beaucoup apprécié, et tout d'un coup, après 2 ans, on a constaté que même sans jamais prononcer un mot en anglais, les enfants, en moyenne, connaissaient 600 mots anglais. C'est-à-dire, on faisait l'apprentissage, l'enseignement, sans le savoir, sans le vouloir, et c'est seulement les yeux des enfants qui sont passés autour de cette langue étrange qui les a permis de l'absorber. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de toujours faire 2 langues, parce qu'on ouvre quand même un autre monde. Chaque langue est un autre monde. Et l'opportunité d'ouvrir ce nouveau monde, eh bien, on l'a saisi et on l'a fait maintenant avec les éditions en arabe, en Chine, on l'a fait en Argentine, en Colombie. On a toujours fait 2 langues. Une des choses qui est aussi innovante dans le fond comme dans la forme, on a une fable qui s'appelle Papier-Pierre. Est-ce que tu peux nous parler, parce que du coup, toutes ces fables pour le moment sont réalisées en papier-pierre, on a fait ce choix-là. Est-ce que tu peux nous parler du papier-pierre? Alors, c'est un des grands projets de l'économie bleue, hein. L'économie bleue a quand même comme objectif de transformer notre économie d'une économie verte où tout ce qui est bien pour vous et tout ce qui est bien pour la nature est très cher, euh, mais qui accepte quand même cette économie verte, accepte la concurrence où celui qui est le meilleur marché gagne. Et je voulais quand même avoir, comme dit Marshall McLuhan, le medium is the message. Alors, je veux quand même faire arriver mes messages sur un outil qui est le message. Et les messages, c'est que les fables sont faites, 80% sont faites avec des déchets des mines, c'est la poussière des mines, on le produit sans eau et on le fabrique sans couper un arbre, et le papier est recyclable pour toujours, pas seulement 3, 4 fois. Alors, cette feuille de pierre que nous avons devant nous, oui, inclut 20% de dérivés de pétrole. Et j'insiste là-dessus. Moi, au début, j'avais beaucoup de mal en acceptant un dérivé de pétrole. Mais finalement, c'est un dérivé de pétrole qui est utilisé comme on devrait l'utiliser pour toujours. C'est-à-dire, on a un produit minéral qui ne se détruit jamais, qui est toujours recyclable. On a fait les tests, on peut recycler 1000 fois sans perdre fonctionnalité. C'est le grand avantage des minéraux. Alors, j'ai accepté, j'ai fait la paix avec moi-même en disant, mais zut, j'utilise du pétrole, mais le pétrole que j'utilise est un minéral qui me permet d'utiliser pour toujours les fables. Alors, on peut recycler les fables, on peut refaire les fables avec le même matériel. Mais il y a un deuxième effet que nous avons appris en Chine. Regardez, quand je lis cette fable, j'ai le petit livre dans ma main, il y a une courbe et ça brille. Alors, mes yeux sont obligés d'adapter à la texture du papier. Texture, ça veut dire que j'ai besoin de beaucoup plus de neurones pour lire que si dans le cas où je suis en train de lire sur Kindle. Sur un Kindle, tout est en 2D, 2 dimensions. C'est toujours même intensité de clarté de lumière. Et moi,
il n'y a rien à faire, je me bouge et ça change. Et tout d'un coup, les scientifiques chinois sont arrivés à la conclusion que la lecture sur ce papier, un papier quand même naturel, un papier qu'on utilise, exige 1000 fois plus d'activation des neurones. 1000 fois plus. Ça veut dire, nous sommes avec les Kindle et la lecture sur des écrans, nous sommes en train d'en faire endormir nos neurones. Et avec les fables, raison pour laquelle, en Chine, a été décidé que les fables ne seront lecture avec livre en main pour activer les neurones du cerveau de nos jeunes. J'en profite aussi, c'est que le papier pierre, quand on l'a reçu pour la première fois, il a vraiment cet effet sur les illustrations. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ressortent vraiment très bien. J'en profite pour saluer le travail donc, de Annabelle Carnero qui nous a fait des illustrations magnifiques et qui est en train de travailler sur l'ensemble de la collection. Et vraiment, le papier pierre a cet effet au toucher qui est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, permets-moi de rajouter, pourquoi est-ce qu'on a fait cet effet de force d'image? Parce que quand vous avez un papier cellulose, le papier cellulose absorbe une partie de l'encre. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout la totalité de l'encre pour faire votre image, vous n'avez que 80%. Tout d'un coup, comme c'est un produit minéral, les minéraux n'absorbent pas du tout et vous avez la totalité de l'encre qui est reflétée. C'est la raison pour laquelle on a une qualité plus élevée. Deuxième raison, c'est que la taille de la poussière est de 3 microns. Ça veut dire que les pixels de peinture de l'encre là-dessus sont divisés à 3 microns. C'est une grande différence avec la cellulose. C'est la raison pour laquelle, en général, on est obligé de mettre une couverture, un fixe sur le papier, afin d'avoir une meilleure distribution. Mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'on fait ressortir. C'est la raison pour laquelle on a fait une fable sur le papier pierre. Bien entendu, la technicité que j'explique maintenant n'est pas du tout dans la fable. La fable n'en parle pas. Ça fait partie de ma stratégie pédagogique, c'est qu'il faut faire la découverte. Une fois qu'on est là-dedans, évidemment pour un enfant de 3 ans, la lecture, on n'en parle pas. Un enfant de 7, ce n'est pas important. Mais pour un enfant de 14 ou de 15, de savoir qu'on continue à activer 1000 fois plus de neurones avec la lecture du papier, eh bien, on l'a constaté en Chine, les jeunes reprennent le journal et lisent le journal parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'activer leurs neurones. Et ça, c'est une qualité de vie. Quand vous avez en vos mains la possibilité d'éliminer le petit téléphone, l'écran de ce téléphone en 2D avec lumière contrôlée, avec l'infrarouge qui s'ajuste tout le temps, eh bien tout d'un coup, vous avez cette opportunité de devenir beaucoup plus alerte dans votre vie et d'avoir une activation de vos neurones. Le papier pierre a beaucoup de caractéristiques qui sont amusantes. Déjà, quand vous le prenez, vous vous rendez compte du poids de la connaissance, parce que vraiment, ils sont beaucoup plus lourds. Et donc, du coup, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'une densité. Et donc, c'est assez amusant, puisqu'il y a quand même une densité de contenu qui est impressionnante. Et il y a des faits qui sont amusants. Par exemple, c'est complètement étanche ou résistant aux graisses. Par exemple, si vous travaillez avec votre enfant et que, bien sûr, les enfants font toujours tomber des choses sur les livres, eh bien là, vous pouvez même lire dans votre bain si vous le souhaitez. Le livre est complètement étanche et le papier pierre a cette force-là, par exemple. Par rapport aux fables, la fin des fables est souvent la même. Ce n'est que le commencement. Quelle est pour toi la vision des fables sur la décennie, sur le siècle à venir? Qu'est-ce que toi, tu souhaites emmener? Quelle est ton inspiration, ton ambition pour les fables? Non, les fables sont vraiment un outil de transition naturelle grâce aux connaissances, aux émotions, aux arts, la logique et l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est très important. On ne peut pas exiger la transition dont nous avons tant besoin seulement en faisant une chose. Ça doit démarrer avec l'éducation. C'est seulement
en changeant l'éducation. Moi, je suis assez fasciné par le fait que le seul pays qui a décidé d'adopter cette pédagogie, prouvée après 9 ans de recherche qu'elle fonctionne, c'est la Chine. Pour le reste, les autres pays résistent à tout prix de toucher l'éducation. En plus, on commence à interdire, on commence et on continue à simplifier les examens. Pour nous, il n'y a pas d'examen. L'examen n'était tout à fait hors de question. C'est l'apprentissage où il y a des stimulations entre les enfants, parce que vous savez qu'il y a un grand avantage. Un enfant qui découvre quelque chose est si enthousiaste, partage tout. C'est-à-dire que quand finalement un enfant s'est rendu compte comment on monte la pomme dans l'arbre, et mon père ni mon grand-père ont pu me répondre à la question comment on monte la pomme. Comment est-ce que la pomme monte contre la loi de gravité avant de se soumettre à la loi de gravité? Une fois que l'enfant l'a découverte, l'enfant partage avec tout le monde. C'est l'enthousiasme qui sort dès le moment que l'enfant a trouvé quand même un merveille dans sa vie. Et cette connaissance qui n'est pas du tout, même pas sur Google, vous pouvez faire Wikipédia, quelles sont les 7 lois de la physique qui permettent à une pomme de monter contre la loi de gravité, eh bien Google n'a pas de réponse. Vous demandez quels sont les éléments chimiques qui permettent à une baleine de pomper comme 1 000 litres avec 6 volts, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que nous avons cette grande opportunité de faire des découvertes et les enfants, dans cet enchaînement, fassent quand même ce que nous avons tant besoin, c'est la transition. Et la transition est faite avec des sciences à la base, ce n'est pas avec des intérêts et des lobbies. Et moi, j'ai maintenant beaucoup de confiance après plus de 30 ans de travail dans ce domaine. Il faut que j'ajoute que je ne me suis jamais proposé de devenir pédagogue. Mais comme père de 6 enfants, je suis devenu pédagogue parce que je devrais quand même tenir compte des différents caractères de tous mes enfants. Et face à face avec ces intérêts en Colombie, dans des écoles des jésuites, dans les favelas au Brésil, dans les écoles d'État en Chine, dans les écoles quand même des écoles rurales en Estonie, chaque fois avec l'adaptation à la réalité, j'ai constaté que les mêmes fables amènent même des réactions parfaitement prévisibles avec les enfants, à condition qu'on ne travaille pas avec un enfant. Quand on a une classe de 25-30 enfants, on a toujours la dynamique qui suit, toujours. Et c'est pour ça que la clé de cette réussite, de la transition, c'est l'éducation, mais l'éducation veut dire les enseignants et les parents. Et c'est là où notre travail de base, il faut qu'on inspire pas seulement les enfants parce que ça c'est assez facile, mais il faut aussi encourager les enseignants qui ont quand même eu un sacré boulot dernièrement pour pouvoir répondre aux besoins de ce que l'État et ce que désirent les enfants et les parents. Et nous avons besoin de mobiliser aussi les parents, d'être à l'écoute de ces enfants. On ne peut pas avoir Netflix comme le babysitter. On a besoin de cette écoute des parents qui vont entendre des déclarations des enfants qui sont surprenantes. Papa, les cachelots parlent 40 langues différentes. Cachelots. Papa ne savait même pas que les cachelots parlent. Mais tout d'un coup, les sciences sont là. Et moi, j'ai eu l'occasion de plonger apnée avec les cachelots pour faire l'expérience moi-même. Alors, il n'y a plus personne qui peut me parler d'autre chose. C'est exactement cet enthousiasme pour la transition que nous retrouvons dans les fables. Et n'oublions pas que le mot enthousiasme, ça veut quoi dire? L'enthousiasme, ça veut dire qu'on a Dieu en soi. Alors, ce petit enfant, quand même, pour nous parents, c'est un Dieu, hein? C'est une déesse. Elle est une déesse, il est un Dieu, c'est notre enfant. Eh bien, nous avons dans nos mains, la possibilité de rendre tous ces enfants des dieux
et des déesses avec enthousiasme. C'est très beau. En tout cas, nous, on souhaite, avec Blue Education et toute l'équipe qu'on a mis en place, t'accompagner dans cette transmission-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents et d'enseignants qui t'ont accompagné pour rendre les fables disponibles dans des langues. Tu parlais d'Estonie, de Croatie. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui ont travaillé pour les fables de Gunther. Et aussi, ce sont des livres vivants. J'aime bien, tous tes livres, tu les fais dans une dynamique vivante, c'est-à-dire que le livre n'est pas figé, il est mis à jour, il est évolué et ils sont complémentés. Et ce qu'on essaye de faire avec Blue Education, c'est qu'on va suivre du coup les initiatives des fables et de Gunther pour documenter et que sur le site internet, on puisse avoir un complément de la fable. C'est-à-dire plus il y a de projets qui s'accumulent d'enfants, d'enseignants qui la transmettent, plus on va rentrer dans cette base de données pour que ce soit disponible aux autres. Comme ça, un enseignant pourra voir comment d'autres enseignants, dans d'autres pays, dans d'autres langues, l'utilisent avec les enfants pour qu'on ait de plus en plus de contenu pédagogique et pour que ce soit de plus en plus possible. Et une demande qu'on a et qui est souvent une demande des enseignants et des parents, si vous souhaitez nous aider à transmettre, à traduire et à faire la promotion, et même pour certains professionnels, à nous aider à la distribution des fables, alors là, c'est avec un très grand plaisir et vous nous trouverez tous les liens sur le site internet ou dans la description. Nous avons déjà plus de 400 heures de cours en Chine en chinois, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de former déjà 35 000 enseignants en Chine. J'en ferai de nouveau 2500 en Tencent, pas en Zoom, mais en Tencent le 2 décembre en direct avec la Chine. Nous avons au moins 100 heures de cours faites en Estonie. Ça, c'est en anglais. Je crois que nous souhaitons mettre à la disposition tout ce que nous avons déjà fait. Et évidemment, après plus de 30 ans de travail, on a une documentation énorme, mais il ne faut pas donner trop. Il faut qu'on construise dans la philosophie de l'économie bleue. Il faut construire avec ce qu'on a, avec les expériences du moment, de la région, de l'école, de la famille. Et je crois que peu à peu, on va construire toute cette connaissance et cet enthousiasme afin que la transition ne sera pas dure, ne sera pas compliquée, mais sera faite grâce aux opportunités qu'on offre aux petits qui sont nos enfants. Merci beaucoup, Gunther. Merci à toi. Merci à vous et à très vite. À bientôt. And it only has just begun.